Lorsqu'on entend le nom de Walt Disney, on repense automatiquement aux héros courageux de notre enfance. Grâce à tous ces films, on a appris à partager, pardonner, à faire confiance et aider ses amis à se sortir des ennuis. Les beaux films de Walt Disney, souvent caractérisés par des épisodes tristes, sont pourtant toujours terminés avec un happy end. Walt Disney, une entreprise qui produit principalement des films et des séries et réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars américains. Tout a commencé dans un garage ordinaire, mais les choses ne se sont pas aussi bien passées qu'elles le paraissaient, vues de l'extérieur. Un regard dans les coulisses des studios montre que Disney est assis sur une montagne de dettes de plus de 103 milliards de dollars américains. Néanmoins, son histoire est pour la moins intéressante, alors laissez-moi vous la raconter. 21 décembre 1937, le jour du premier film d'animation de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains sont présentés en première dans les cinémas américains. Des personnages célèbres ainsi que de riches hommes d'affaires sont présents, les lumières s'éteignent, le public s'assoit, au cinéma, tout devient calme. Le film se lance, il est immédiatement clair pour le public que c'est le début d'une histoire passionnante, voyager dans le monde émotionnel fantastique des films d'animation. Le sentiment d'oppression à la vue de la méchante reine, le rire entraînant de tous ces drôles de nains, la pitié parfois pour la jeune fille pauvre, belle et sans défense, bref, Blanche-Neige fut une totale réussite. Et c'était loin d'être le seul film Disney qui a conquis le cœur des gens au fil des années. Mais alors, qui sont les créateurs de ce chef-d'œuvre? Qui est derrière tout ceci? Comment Walt Disney est-il devenu ce que nous connaissons tous aujourd'hui? Malheureusement, le glamour a aussi son côté sombre dans cette histoire. Le producteur du film a été impliqué dans plusieurs scandales par le passé, de sombres machinations et des révélations macabres. Les côtés sombres de Mickey Mouse par exemple et son empire, représentation pornographique dans des films pour enfants, racisme, sexisme, nazisme et 40 cas de maltraitance d'enfants à Disneyland. Car là où se trouvent des enfants, il y a aussi malheureusement des agresseurs d'enfants. Mais alors, comment diable cette entreprise prospère a-t-elle pu devenir un cimetière de peluches en 100 années? Et surtout, comment Disney a-t-il parvenu à prospérer malgré tous ces scandales? Et comment a-t-il pu multiplier par 3 son chiffre d'affaires? Eh bien, c'est ce que vous apprendrez aujourd'hui sur le scintillant Walt Disney. Tout ça risque de complètement bouleverser votre monde d'enfant et aussi vous montrer que vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes devenu une victime innocente de leurs sombres machinations. Avant qu'on ne commence avec tout ceci et que je ne vous emmène dans la création de Bambi, Ariel et compagnie, eh bien vous pouvez nous aider avec un like ou un commentaire. Vous pouvez continuer à soutenir des histoires d'origine impressionnantes et continuer à découvrir avec nous leurs sombres secrets. Alors, êtes-vous prêts pour un voyage dans votre enfance qui vous rappellera à la fois d'agréables souvenirs ainsi que vos pires cauchemars? Eh bien, pour ce faire, commençons par l'homme dont le talent et le dévouement ont eu un impact énorme sur la vie de chacun d'entre nous. « 5 décembre 1901, une journée d'hiver comme les autres à Chicago, froid, nuageux et inconfortable. Une famille d'émigrés irlandais s'y est retrouvée dans les années 1800 avec l'espoir d'une vie meilleure. La femme, simple institutrice, a un petit-fils, Walter Elias Disney, mieux connu bien entendu sous le nom de Walt Disney pour nous tous, dont les dessins nous offriront plus tard des heures de contes de fées et dont les films Disney, lorsqu'ils sont vus correctement, peuvent également glacer le sang de n'importe qui. Mais alors, pourquoi? Eh bien, les films contiennent à plusieurs reprises des scènes obscènes et certainement prévues pour les adultes, un conte de fées qui a viré au cauchemar. L'enfance de Walt était tout sauf un conte de fées. Son père strict, Elias, un ouvrier du bâtiment, exprimait chaque jour sa mauvaise humeur sur Walter. Il le frappait souvent parce qu'il s'attendait à ce que son fils soit sérieux et travaille dur à l'école. Cette violence physique pourrait bien d'ailleurs être la raison du caractère controversé de Walter Disney, mais nous en discuterons en détail plus tard au cours de cette vidéo.
Walt a découvert son talent pour le Disney dès son plus jeune âge. Il dessine sa première œuvre d'ailleurs à l'âge de 8 ans. Lui et son frère Roy aimaient tellement le cinéma et le théâtre qu'ils dépensaient tout leur argent de poche en billets de cinéma, et ce pour voir la série Charlie Chaplin. Walt voyait déjà que les sketchs amusants ainsi que les courts-métrages pouvaient devenir un business lucratif et que les gens les adoraient. Il ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Telle une addiction, son désir d'art et de dessin animé l'animait sans cesse. Il commençait à suivre des cours d'art et s'évade dans le monde parfait de la peinture. Un monde qu'il ne connaissait pas du tout. Un jour, comme il n'avait ni crayon ni papier, il fit simplement un dessin sur le mur de la maison de ses parents. La violente punition qu'il a reçue pour cela ne l'a pas empêché de réaliser le talent qu'il avait en lui. Cependant, les coups que son père lui a infligés ce jour-là lui ont bien fait comprendre qu'il devait gagner de l'argent pour acheter des crayons et du papier. Le garçon, alors âgé de 12 ans, a commencé à livrer des journaux très tôt le matin. La famille Disney a déménagé à plusieurs reprises et, à chaque fois, Walt s'est retrouvé déraciné de son environnement familier et a connu une instabilité impitoyable ainsi que de la brutalité physique lui venant de son père. C'est peut-être pour cela qu'il est décrit comme un personnage narcissique et contrôlant. Il y a aussi d'autres nombreux secrets dans le passé de Walt. Lorsqu'il avait 7 ans, désespéré par la solitude et l'abandon, il a voulu avoir un animal de compagnie. Ce souhait s'est réalisé une nuit lorsqu'il a trouvé un hibou endormi dans le jardin et l'a emmené dans sa chambre. Le lendemain matin, cependant, l'animal l'a soudainement attaqué et, dans une peur ou une rage mortelle, il l'a piétiné à mort. Des années plus tard, il a déclaré « Il semble que j'ai découvert mon amour pour les animaux grâce à cette chouette ». Une déclaration controversée, vous ne trouvez pas ? 28 juillet 1914, à Kansas City. Walt n'avait alors que 16 ans. Ce jour-là, la Première Guerre mondiale éclate après que l'Autriche-Hongrie déclare la guerre aux Serbes après leur précédent conflit. Les États-Unis sont en première ligne. Walt rejoint l'armée pour suivre l'exemple de son frère aîné, Roy. Cependant, il est rejeté étant donné qu'il est bien trop jeune et il rentre chez lui, frustré. Un an plus tard, il réessaye. Il ment sur son âge et est finalement accepté dans l'armée. Walt se rend alors en France, où il travaillera dur comme chauffeur pour la Croix-Rouge. Dans son camp, il rencontrera un homme que nous connaissons tous et qui a fait du fast-food McDonald's ce qu'il est aujourd'hui, Ray Kroc. Les deux personnes ont beaucoup en commun. Pendant que d'autres jeunes font la fête et s'amusent, Ray, un visionnaire tenace, et Walt, un artiste passionné, sont assis au camp et envisagent ensemble leur projet d'avenir. Peu de temps après, un jeune soldat raconte à Walt l'idée de rapporter des fronts de casques de soldats allemands et de les vendre aux soldats américains en tant que souvenir à ramener chez eux. Les casques pare-balles des tireurs d'élite allemands étaient les meilleurs, mais bien sûr, ils étaient rares. Il a donc eu une idée à la fois fantastique ainsi que trompeuse. Walt a décidé de collectionner des casques ordinaires et les a repeints pour ressembler à des casques de tireurs d'élite. Un trou préparé comme un trou de balle et un peu de peinture rouge qui faisait office de sang, ainsi qu'un casque normal, avaient été transformés en casque de sniper allemand et ça s'est vendu très cher. Étrangement, le service militaire semblait donner à Walt Disney une certaine tranquillité d'esprit, car durant la Seconde Guerre mondiale, il a même proposé à l'un de ses employés de partir en guerre en Europe à sa place. L'Europe et notamment le Troisième Reich ainsi que son régime nazi l'ont toujours intéressé. Cependant, il n'y a rien accompli et après de nombreux emplois secondaires par son passé, Walt devint finalement directeur artistique d'un studio de publicité de Kansas City en 1919 où il produira des premiers courts-métrages publicitaires. À cette époque, il rencontre un homme important de l'histoire de Disney, Ub Iwerks, en réalité Ub Iwerks, dont le nom vient du frisson oriental et dont le père avait émigré en Amérique en 1869. Mais alors, qui était ce mystérieux Ub ? Il se révélera plus tard comme le sauveur des studios de cinéma Disney. Comme Walt était toujours obsédé par les films d'animation dessinés à la main, il a fait part de sa vision à Ub.
Ub était un homme spontané qui aimait relever de nouveaux défis et acceptera d'ouvrir un studio appelé Loaf-O-Gram Studio avec Walt ainsi que son frère Roy. Ensemble, ils voulaient montrer au monde que les films d'animation méritaient un statut élevé dans la société et ils ont travaillé extrêmement dur pour y parvenir. Ils réalisent 3 courts-métrages, mais le succès escompté ne se concrétise pas et le studio se retrouve dans une situation financière difficile. Durant cette période compliquée, Walt commença à produire Alice au pays des merveilles, une dernière tentative désespérée, probablement pour échapper à la cruelle réalité de la situation. Mais Kansas City n'était pas préparé à de tels changements. Les gens ne voyaient pas l'intérêt des films dans lesquels les filles s'enfuyaient dans un monde magique et suivaient un lapin qui parlait ou même un chat du Cheshire. Le film fut un échec cuisant et le studio de Walt fit faillite. Ce revers aurait pu faire dévier n'importe qui d'autre de sa voie, mais pas Walt Disney. Il décide de ne pas abandonner et s'installe cette fois à Hollywood avec sa famille et avec les poches vides. Ub, qui était alors devenu un fidèle compagnon de Walt Disney, suivit peu de temps après le mouvement et, étant donné que Walt, Up ainsi que Roy avaient déjà laissé fleurir leur rêve d'avoir leur propre studio, ils décidèrent d'ouvrir le Disney Cartoon Studio. Imaginez, la première pièce de ce studio n'était rien de plus qu'un garage. Et pourtant, le 1er mars 1924, les 3 parviennent à présenter le premier film d'animation Alice's Day at the Sea. Peu de temps après, la société new-yorkaise de location de films M.G. Winkler s'est intéressée au film d'Alice et a offert à Walt Disney $1 500 par bobine. Il savait que c'était sa chance et a accepté l'offre avec gratitude. Le stress et la pression qui ont suivi ont mis les hommes à rude épreuve. Des disputes répétées ont commencé à éclater entre les frères Disney et Ub a commencé également à se sentir frustré par la situation. Ce que nous ignorons tous, c'est que Mickey Mouse n'était pas le premier personnage de dessin animé de Disney et Walt n'en était même pas l'inventeur. On associe tous la création de Mickey Mouse à Walt Disney, pas vrai ? Malheureusement, ce n'est pas lui qui a créé le personnage de dessin animé que nous connaissons tous, mais son partenaire et ami, Ub. Dans les années 1920, Ub a travaillé sans relâche parce qu'il croyait en la vision de Walt, mais il n'a reçu aucune rémunération supplémentaire pour son travail. Au contraire, Walt s'est présenté comme l'esprit intelligent qui a donné vie à la souris de renommée mondiale. Ub commença à se rebeller contre ce traitement injuste et les disputes entre les 3 hommes devinrent de plus en plus fréquentes. La situation de l'étude conjointe était au point mort, mais ensuite, Ub a eu une excellente idée pour tout préserver. En 1928, il réalise le premier sketch avec Mickey Mouse intitulé Steamboat Willie. Walt a ensuite donné à Mickey sa voix bien caractéristique et le premier court-métrage de ce personnage a eu l'effet d'une bombe. Le studio de dessin animé Disney a été sauvé. Les années de défis, de lutte ainsi que de persévérance semblaient finalement porter leurs fruits pour Walt Disney. Les choses se passaient également à merveille dans sa vie privée. En 1925, Walt épousa son assistante de l'époque, Lillian Bounds, qui lui apporta le bonheur et l'attention qui lui avaient tant manqué de la part de son père durant son enfance. Walt l'avait rencontrée une année plus tôt, alors qu'il cherchait un employé pour mélanger ses couleurs. Kathleen, qui travaillait déjà pour lui comme encreuse, est rentrée chez elle et a dit à son amie Lillian « J'ai un travail pour toi ». Lillian avait effectivement besoin d'un emploi et a décidé de postuler. Elle se rendit au bureau, ouvrit la porte et vit Walt debout devant elle, habillé étrangement pour un patron, avec un manteau marron, un pantalon ainsi qu'un chapeau. Il lui a proposé le poste pour $15 par semaine et elle a accepté. Chaque jour, Walt la reconduisait chez elle, même si ce n'était qu'à 5 minutes à pied du studio. Une histoire d'amour a donc commencé, mais quand est venu le temps de rencontrer ses parents, Walt s'est heurté à un gros problème. Il n'avait rien de plausible à porter, alors il a économisé pendant des semaines pour finalement acheter un costume à $35.
Il pourrait désormais se présenter à la maison. Il avait l'air incroyablement beau et a immédiatement impressionné les parents de Lillian. Lillian était une femme fantastique qui l'a soutenu dans tous ses efforts et a été à ses côtés pendant toutes ces années. Cependant, on doit bien sûr mentionner un point important concernant le personnage de Walt. Le bon vieux Walt est souvent accusé de sexisme. Maintenant, vous allez peut-être vous demander d'où viennent ces fameuses accusations. Eh bien, avec la gloire et la fortune, un autre visage de Walt est apparu. Après quelques Oscars qu'il n'a pas obtenus, il a arrêté d'emmener Lillian à la cérémonie parce qu'il ne pouvait pas se sortir de la tête qu'elle lui aurait peut-être jeté un mauvais sort. Après tout, il ne s'agissait que d'une femme. Il a interdit à ses filles de regarder ses films d'animation, craignant qu'elles ne rient pas assez et que, par conséquence, cela ait un impact négatif sur son succès. Mais ce n'est pas seulement dans sa vie privée que d'étranges traits de caractère furent alors reconnus. Les fans ont également dû faire face au sexisme de Walt dans son studio. Par exemple, il a interdit d'embaucher des femmes parce qu'il craignait qu'elles ne tombent enceintes à un moment crucial et ne terminent pas leur travail à temps. Il n'autorisait pas non plus l'embauche d'illustrateurs car, en tant que femmes, elles étaient incapables de mettre suffisamment de passion, selon lui, dans les dessins. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque également le début de l'ère de Mickey Mania. Petits et grands, tout le monde a adoré cette souris à la voix drôle et reconnaissante ainsi que sa tête surdimensionnée. Walt s'est rendu compte que ce boom représentait une opportunité marketing et a agi immédiatement. Il a essayé d'imprimer la souris sur toutes sortes de produits tels que des montres ainsi que des t-shirts pour enfants. Aujourd'hui, Mickey Mouse et compagnie est présent sur plus de 5000 produits différents. Il semble que Walt ait réussi. Ou peut-être pas. Très vite, le studio commence à produire des jouets similaires aux personnages de Disney. Le début des années dorées pour le producteur de cinéma commence alors. Le studio de dessin animé Disney ne produisait pas seulement des films d'animation. Bientôt, ils essaieraient de gagner de l'argent avec n'importe quoi et reprendraient d'autres studios comme un prédateur simplement pour pouvoir éliminer leurs concurrents. Les films Disney traitent d'ailleurs souvent d'argent et de cupidité, comme par exemple Picsou, l'avare millionnaire de Duckburg, ou Ebenezer Scrooge, l'avare et critique de Noël qui terrorise une ville entière dans le chant de Noël. Il est évident que les personnages de Walt expriment toujours un peu de sa propre vie ainsi que ses propres traits de caractère. Ils luttent contre le mal, ce sont des héros de notre enfance, toujours courageux et prêts à relever le défi de l'inconnu avec une fin qui, presque toujours, se termine bien. Lorsque Walt reçut finalement son premier Oscar en 1932 pour Fleurs et arbres, ce n'était que le début d'un long voyage à travers le monde des récompenses. Jusqu'en 1969, il a reçu au total pas moins de 18 Oscars. Le caractère fascinant et ses performances comiques, les sentiments que ses films suscitaient chez les gens, les histoires originales qu'il racontait, tout cela était extrêmement spécial à une époque où la guerre venait juste de se terminer et les gens aspiraient à des mondes fantastiques et pleins de couleurs. Et Walt avait ce talent. Cela a créé l'image d'un personnage bon et extraordinaire, mais un regard dans les coulisses montre qu'il n'a pas toujours été cette personne exemplaire. Il était un fumeur invétéré et était sur le point de sombrer également dans l'alcoolisme. Si l'on revient à sa vision d'entreprise, on constate que, malgré son grand succès à l'époque, il n'avait pas l'esprit tranquille. Il voulait montrer aux gens de quoi l'animation était capable, de quoi il était capable encore plus. Au début de notre histoire d'aujourd'hui, on a parlé de l'émergence du film Blanche-Neige. Avec ce film, Walt a montré de quoi il était réellement capable. Ses employés l'appelaient la folie de Walt. Pourquoi cela ? Eh bien, Walt semblait obsédé par la création de Blanche-Neige. Mais il se rend compte que l'existence ainsi que l'avenir de son studio dépendent de cette première. Il faut qu'elle ait un effet de surprise complètement inoubliable. Et c'est ce qu'il s'est passé. À la fin de la présentation, les hommes d'affaires les plus riches et les plus célèbres se sont levés pour applaudir. Dans les journaux, Disney était en couverture avec Blanche-Neige et le travail acharné de Walt avait finalement porté ses fruits. Pendant 3 ans, 570 illustrateurs ont travaillé sur ce chef-d'œuvre.
une seule minute, pendant laquelle les 7 nains découvrent Blanche-Neige dans la maison, ont nécessité le travail de 5 illustrateurs durant 6 mois au total. Un succès bien mérité pour Walt évidemment. Disney fait partout la publicité des enfants heureux, mais malheureusement, il existe de cruelles contradictions entre cette douce image et le studio du dessin animé Disney. On connaît tous maintenant Walt Disney comme une personne quelque peu grotesque. Ce qu'il était sans aucun doute par contre, c'était un combattant. Il avait réussi à réaliser le rêve de sa vie malgré tous les obstacles et les difficultés. Et au début des années 1930, les choses allaient extrêmement bien pour lui. Il est devenu le père des studios Walt Disney après tout. Il était plus d'un ami pour ses employés qu'un supérieur. Il n'a jamais voulu être le patron typique qui s'asseyait tout le temps dans son fauteuil de direction et ne montrait aucune proximité avec ses employés. Walt les emmenait jouer au baseball, leur a construit une salle de sport intérieure avec un sauna et était toujours prêt à écouter le problème de ses proches. Le rêve de tous les salariés aurait sûrement continué si une série de drames n'était pas tombée du ciel et arrivée de nulle part. Est ensuite arrivé dans la vie de Walt Disney un jour bien sombre en l'année 1938 où sa mère prépare le dîner, se couche et puis s'endort. Elle vit à cette époque dans une maison que Walt a personnellement construite pour ses parents. La mort vient lentement. Les conduites de gaz de la cuisine présentent une fuite. D'énormes quantités de gaz s'écoulent dans toutes les pièces, y compris la chambre où la mère de Walt fait sa sieste l'après-midi. La femme ne se réveillera jamais. La nouvelle de sa mort frappe son fils comme une gifle. Elle le lui reproche. Après tout, c'est lui qui a fait construire cette maison. Son père, qui avait tenté de sauver sa femme, perd lui aussi presque tout le courage d'affronter la vie après ce coup du sort. Il peut y avoir des liens entre ce terrible malheur et les mères mourantes dans les films de Walt, comme par exemple Bambi. Un autre revers dans l'histoire de Walt est survenu avec la Seconde Guerre mondiale. La pression venue des militaires pour transformer chaque studio en une sorte d'usine a sévèrement restreint les capacités de Walt. Il y avait désormais une hiérarchie claire. Les employés de Walt étaient divisés en secteurs et soudain, des frontières claires étaient apparues entre les travailleurs normaux ainsi que l'élite. Même si les employés normaux étaient ceux qui travaillaient le plus dur et le mieux, Walt ne payait pas beaucoup et il commençait à penser que dessiner devait être amusant et que l'argent était secondaire, surtout son argent bien sûr. Ceux qui n'appartenaient pas à l'élite ne recevaient que $12 par semaine alors que le minimum national était déjà de $15 par semaine. Le résultat, une grève. Walt est devenu le patron qu'il n'avait jamais voulu être, un patron qui ne comprenait plus ses employés. Dans un discours adressé à ses employés, il leur a dit « Si vous ne faites pas les progrès souhaités, eh bien, faites quelque chose ». Ils ont fait quelque chose aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas ce à quoi Walt s'attendait. Il se sentait en sécurité. Après tout, il entretenait des relations amicales avec beaucoup de ses employés. Mais lorsqu'il a licencié un employé en colère, la moitié des dessinateurs ont quitté Disney Cartoon Studio. Parmi eux se trouvait David Silverman, un vieil ami. Walt, aveuglé par la colère ainsi que la déception, ne négocie pas et considère qu'il a raison. C'est pourquoi David Silverman est si intéressant pour notre histoire, car après avoir quitté Walt, il a ouvert son propre studio et travaille 24 heures sur 24 sans relâche, ce qui embarrasse son ami déçu. Walt est devenu déprimé. Il a négligé son rêve ainsi que ses employés, ses études et menace d'immigrer en Afrique du Sud. C'est son frère Roy qui a résolu le conflit du travail. Mais comment l'a-t-il fait ? Eh bien, il a simplement écouté les revendications des salariés, négocié avec eux et leur a accordé de nouveaux droits. Cette étape a fait de lui le PDG de l'entreprise puisqu'il avait fait preuve de compétences en leadership que Walt n'avait pas pu fournir. Il se trouve que lors de la sortie du film Cendrillon en 1950, il a aidé l'entreprise à connaître un succès mondial. Walt avait déjà perdu tout l'intérêt pour la production de films. Maintenant, il tourna son attention vers un autre rêve. Un rêve qui, vous allez le voir, sera à la fois une malédiction ainsi qu'une bénédiction. Lorsque j'étais assis dans un parc avec mes filles, assis sur un banc et grignotant mes cacahuètes,
l'idée m'est soudain venue qu'il fallait construire quelque chose de grand où les enfants pourraient s'amuser avec leurs parents. Walt Elias Disney. 1950. Walt, qui aimait les enfants et était encore blessé par la perte de ses bonnes relations avec ses employés, se concentre désormais sur son nouveau rêve. Il a donc commencé à proposer aux enfants des promenades en train miniature dans son jardin. Chaque jour, il voyait les yeux des enfants briller de bonheur. Ça lui a rappelé le jour où il était assis avec ses 2 filles dans un parc et méditait sur la construction de quelque chose de plus grand où les enfants pourraient s'amuser avec leurs parents. Son frère Roy, qui était alors PDG de Walt Disney Productions, était sceptique quant à l'idée de Walt d'ouvrir un parc à thème. Même sa femme, Lillian, qui soutenait toujours ses projets, lui a dit « Pourquoi veux-tu faire ça ? Les parcs d'attractions sont sales et dangereux. » Walt a simplement répondu « Eh bien c'est ça, le mien ne sera pas comme ça. » Ces paroles ont convaincu Roy et il a promis de lui économiser de l'argent pour ses propres recherches. Lillian connaissait aussi trop bien son mari. Elle savait qu'il était assez têtu pour poursuivre ses propres rêves. Mais malheureusement, ce n'était pas aussi facile que Walt l'avait imaginé. La ville lui refuse la construction de ce parc de 340 000 mètres carrés. Alors, il décide de chercher un autre emplacement plus adapté. Afin de visualiser le plan pour les banquiers auprès desquels Walt aurait besoin de prêts, il a demandé à l'un de ses meilleurs dessinateurs, Herb Reiman, de terminer le plan du parc au cours du week-end. À cette proposition, Herb a répondu « Non, je ne veux pas vous embarrasser ni m'embarrasser moi-même. » Walt se tenait dans un coin du studio, il se tourna et lui demanda « Le ferais-tu si je reste ici avec toi ?» Herb savait que Walt était un homme très inflexible et a finalement accepté sa proposition. Les 2 hommes ont travaillé tout le week-end pour finaliser le premier plan du parc que Walt appellera plus tard Disneyland. À cette époque, Roy avait promis $10 000 pour l'aider à faire des recherches et à développer son parc. Mais lorsque Walt eut besoin de plus d'argent, son frère lui suggéra de créer une entreprise privée qui recevrait de sa part des dons hebdomadaires. En conséquence, Walt a fondé Ratelaw Enterprises, son prénom Walter éplé à l'envers, qui lui rapporterait $3 000 par semaine. Même si Roy avait obtenu une aide financière de la part des banques, comme la Bank of America, cela n'était toujours pas suffisant pour faire de son rêve une réalité. Walt propose donc plusieurs studios de télévision pour réaliser son rêve et, en échange, il apparaîtra dans une série télévisée qu'il appellera simplement Disneyland une fois encore. Les sociétés de production télévisuelle telles que ABC Network recherchaient à l'époque des opportunités publicitaires pour gagner en notoriété et ont donc accepté son offre. Malheureusement, même ces sommes sponsorisées n'ont pas suffi. Walt a donc fini par retirer $50 000 de sa police d'assurance vie et vend sa propre maison de vacances à Palm Springs. Lorsque sa femme Lillian a découvert qu'il avait déjà dépensé $100 000 de leur capital commun pour réaliser son rêve, elle devint furieuse. Naturellement, cela a provoqué un conflit, mais Lillian a compris à quel point ce rêve était important pour Walt et elle s'est appuyée sur son sens des affaires également. Après des recherches approfondies, Walt a finalement trouvé 200 acres de terrain près de la Californie. Il se rend chez des agriculteurs qui souhaitent vendre leurs terres. L'un d'eux, Dominguez, a accepté la vente à une seule condition. Des années auparavant, il avait planté sur ses terres 2 palmiers dattiers, trésor nostalgique de sa mémoire. Il a donc fait promettre à Walt Disney de ne jamais les couper. Walt, aussi sentimental soit-il, lui donna sa parole d'honneur et acheta le terrain sans plus attendre. Une promesse qui a survécu d'ailleurs jusqu'à ce jour, puisque ces 2 palmiers dattiers se dressent toujours dans la Jungle Cruise. Disneyland avait été fondé avec un montant de $17 millions au total et presque personne n'était convaincu que l'idée pourrait un jour aboutir. Le 21 juillet 1954, les travaux de construction de Disneyland débutent finalement.
Étant donné que la sélection d'arbres tropicaux aux États-Unis était limitée, le constructeur de Walt, Bill Evans, a dû voyager à travers le monde entier pour obtenir ces plantes extraordinaires pour fournir le parc. Parfois, il allait si loin pour trouver les graines de plantes exotiques qu'il devait les faire entrer clandestinement aux États-Unis. Les débuts furent difficiles. Personne ne croyait à la réussite du rêve de Walt et c'est pourquoi aucun sponsor n'a au début été trouvé. Un jour, la Swift Meat Company Packing a accepté de signer un contrat de parrainage et a ouvert la porte à 40 autres nouveaux sponsors. Pièce par pièce, maison par maison, Disneyland a continué de croître. Et Walt avait un plan strict à suivre. Le 17 juillet 1955, des travaux devaient être terminés et les portes ouvertes aux visiteurs coûte que coûte. Tout ce que les frères Disney avaient réalisé et gagné au cours des 27 dernières années avait été investi dans Disneyland, même s'ils n'étaient même pas sûrs que cela fonctionnerait. Avec si peu de temps et d'argent pour achever le parc, Walt a dû improviser. De nombreux ouvriers étaient occupés 24 heures sur 24 et travaillaient même le double de leurs horaires. Contre toute attente, finalement le 4 juillet 1955, Walt a organisé une fête pour le jour de l'indépendance à Disneyland qui était à ce jour presque achevée. Cette nuit-là, c'était la première fois que des feux d'artifice étaient visibles depuis le parc, moins d'1 an après le début des constructions. Le moment de vérité arrive, le dimanche 17 juillet 1955. Roy se réveille ce matin-là après avoir à peine dormi la nuit précédente. Il sait que Walt ainsi que ABC ont prévu une retransmission en direct de la cérémonie d'inauguration. Personne n'avait jamais rien vu de pareil. ABC a dû emprunter 29 caméras à d'autres chaînes de télévision et pas moins de 80 000 pieds de câbles afin de donner à 90 millions de personnes en Amérique la possibilité de regarder cette inauguration en direct. Lorsqu'il se retrouve coincé dans un embouteillage sur l'autoroute, il devient nerveux. Il se demande si les travaux empêcheront les gens de venir à Disneyland. Il avance lentement et ne peut penser à rien d'autre qu'au possible mauvais virage de Walt qui ruinerait bien entendu sa famille. En approchant de Disneyland, il se rend compte que ce ne sont pas les travaux qui provoquent un embouteillage, c'est la foule qui voulait se rendre à son parc d'attractions. C'était en fait la foule qui voulait se rendre dans son parc d'attractions. Lorsqu'il est arrivé, il y avait des files d'attente devant les portes dans une chaleur estivale, des journalistes faisant des interviews et des enfants heureux courant de joie à l'idée de voir le royaume magique finalement terminé. La chaleur était insupportable et il n'y avait pas de distributeur d'eau. Les toilettes étaient bondées et inondées. Il y avait des déchets partout étant donné que les camions poubelles ne parvenaient même pas à les vider à temps. Des gens sont entrés par effraction dans le Mark Twain Riverboat, un bateau à vapeur du Mississippi. 500 personnes, c'était trop. Le pont inférieur inondé sous le poids. Il y avait 28 000 personnes au total dans le parc alors que seulement 18 000 auraient dû y être autorisées pour rentrer. À la fin de la journée, lorsque Walt réalisa ce qui venait de se passer, il cria au constructeur de réparer tout ce qui venait d'être détruit dès le lendemain matin. Malgré une mauvaise journée d'ouverture, des milliers de personnes ont visité Disneyland cet été-là. À ce jour, pas moins de 700 millions de visiteurs ont été dénombrés dans le parc. Walt a profité de la magie de son rêve pendant pas moins de 11 années. En 1966, il meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 65 ans. Mais son rêve perdure. Cependant, le charme et la magie sont également morts chez Walt. Avec la révélation de sombres secrets, une vague de machinations odieuses et criminelles est ensuite survenue. Venons-en maintenant au côté obscur de l'image de Walt Disney qui sans doute vous glacera le sang. On voyage maintenant en 1931, l'année où un court-métrage de Mickey en noir et blanc avec des scènes subliminales amusait les gens à l'époque, mais dérange les gens aujourd'hui. Il s'agit ici d'un film typique de Mickey, pas vrai ? Cependant, si on y regarde de plus près, on peut voir que la façon dont Mickey perce les trous dans le fromage ne convient définitivement pas au plus jeune public. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais me passer de fromage suisse pour le moment.
Ceci s'est déroulé quelque part vers la Seconde Guerre mondiale. Il s'est produit quelque chose que Disney a également tenté de cacher pendant longtemps. À l'époque, Walt avait commis une grave erreur. Il décide de réaliser un film de propagande qui veut en faire drôle, mais il laisse peu de place à la plaisanterie. Dans le film intitulé « Le visage du Führer », Donald Duck, en tant qu'ouvrier, est obligé d'utiliser constamment le salut allemand, le Heil Hitler, et de lire le livre Mein Kampf. Walt pensait que ce serait peut-être une bonne idée de faire une campagne anti-nazie avec ce divertissement durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on était en pleine prise de pouvoir des nazis. À la fin de la guerre, Disney n'avait qu'une seule option, retirer ce film de la circulation, c'était le mieux qu'il pouvait faire. Malheureusement, ce n'est pas tout. Dans plusieurs de leurs films magiques pour enfants, ils ont utilisé des représentations racistes pour profiter des minorités. Regardez par exemple, dans le film Dumbo, The Flying Elephant, en 1941, le spectateur se voit présenter une scène d'une nuit pluvieuse dans laquelle les ouvriers installent le chapiteau du cirque en chantant joyeusement une chanson qui se joue. Ils sont tous noirs et sans visage. Cette chanson de Disney contient des épisodes tels que « Quand les autres sont encore au lit, nous travaillons dur dans la tempête et le vent. La pluie ne nous intéresse même pas. » On voit d'autres choses comme « Nous ne sommes peut-être pas payés pour notre travail, mais qu'importe. » Ne trouvez-vous pas qu'il est honorable pour les travailleurs du cirque de travailler dur et de ne pas demander de salaire ? Dans Peter Pan, Disney qualifie les Amérindiens de « peau rouge » pour lesquels la société s'est excusée des décennies plus tard. Mais les choses vont-elles s'arranger grâce aux déclarations audacieuses de l'entreprise ? Cela reste à voir. Les excuses ou les démissions ne diminuent en rien l'impact que ces scènes ont eu sur des millions d'enfants à travers le monde. Après la mort de Walt Disney en 1966, son frère Roy reprend la direction de la société Disney. Cependant, les investisseurs ont cette fois perdu confiance en lui après seulement 5 ans et il a été renvoyé de l'entreprise. Avec cette mesure, Disney s'est retrouvé impuissant et à la merci des requins des entreprises et en 1971, l'ère de l'entreprise familiale prend finalement fin. L'avidité de l'argent a conduit les nouveaux dirigeants à modifier le concept de production de Walt et à le remplacer par un système de profit maximisé. Dans les années 1980, Michael Eisner, alors membre du conseil d'administration de la société, a fait venir un dirigeant influent directement d'Hollywood dans l'entreprise, et ce pour la protéger des prédateurs affamés de l'industrie de la production cinématographique. Eisner a révolutionné le concept Disney et a rempli leur portefeuille, notamment le sien. En 1994, il a reçu un salaire de plus de 203 millions de dollars au total. En 2005, un nouveau PDG reprend finalement l'entreprise. Il s'appelait Bob Iger. Tel un prédateur, il a dévoré presque tous ses concurrents, à commencer par Pixar, auquel il a arraché une somme de 7,4 milliards de dollars. Pixar était devenu une menace majeure pour l'entreprise Disney et, grâce à cette acquisition, Iger a acquis une position solide dans l'industrie du divertissement. Après l'acquisition de Marvel Studios, Disney a retrouvé son titre de plus grand producteur du film au monde. Disney a réussi à éliminer ses concurrents et ainsi gagner des milliards de dollars par conséquent. Cependant, sa faillite morale continue encore aujourd'hui d'ébranler les gens à travers le monde. Des scandales sont rapidement apparus et ont amené l'entreprise dans une toute nouvelle direction. 1993, Disney prend le contrôle du groupe Miramax. En 2023, Harvey Weinstein, alors producteur et fondateur d'Hollywood, est condamné à 16 années de prison pour viol et agression sexuelle. Il est important de noter que ce n'est pas le premier procès ni sa première condamnation. En 2020, il avait déjà été condamné à 2 années de prison, et ce pour avoir violé une actrice dans sa chambre d'hôtel. Harvey a donc écopé d'une peine totale de 39 années de prison pour ses actes criminels et odieux. La chaîne de scandales qui est survenue chez Disney semble ne jamais prendre fin. Là où les rêves deviennent réalité, c'est le slogan que l'entreprise utilise pour promouvoir Disneyland, sans oublier que les cauchemars peuvent également y devenir réalité.
Depuis 2006, 42 employés des parcs d'attractions ont été arrêtés aux États-Unis pour maltraitance sur les enfants ainsi que pornographie. Disneyland, terrain de jeu pour pédophiles, cela ressemble à une histoire d'horreur, mais bien entendu, ce n'est pas aussi simple que ceci. Bien que Disney ne soit pas spécifiquement lié à ces crimes en question, l'entreprise doit tout de même justifier ses actes odieux, car là où se trouvent des enfants, il y a malheureusement également des pédophiles. Disney nie toute culpabilité et on sait également que l'entreprise ne peut pas tester chacun de ses employés pour pédophilie. Mais qu'en est-il des messages sexistes subliminaux qu'on peut trouver dans les films Disney ? Il existe d'innombrables reportages et vidéos dans lesquels ces épisodes scandaleux ont été dévoilés et expliqués. Est-ce que vous voulez des exemples ? Au vu de ces images, il faut se poser les questions suivantes. Pourquoi une entreprise multimilliardaire cacherait-elle ce genre d'images dans des films qui sont à la base réalisés pour un public jeune ? Comment sommes-nous tous devenus victimes de ces images sans même nous en rendre compte jusqu'à maintenant ? Et est-ce qu'on pourra un jour laisser nos enfants regarder à nouveau un film Disney avec une foi aveugle en sachant cela ? Aujourd'hui, il nous est difficile d'imaginer une entreprise plus inoffensive que Disney, mais l'entreprise a récemment fait l'objet de vives attaques de la part des secteurs conservateurs. L'animatrice de Fox, Laura Ingraham, accuse maintenant Disney de toiletter ou de préparer les enfants. Mais que veut-elle vraiment dire par ceci ? Tout d'abord, le toilettage est un terme anodin qui désigne le toilettage pour les chiens bien sûr, mais s'il est utilisé auprès des enfants, eh bien, ça perd tout son sens. Ce que dit en réalité Ingraham, c'est que préparer les enfants, ça veut dire les préparer à des abus sexuels. Ce n'est pas un hasard si l'on pense aux messages sexuels subliminaux que l'on peut voir dans beaucoup de films Disney. D'ailleurs, de nouvelles allégations de viol, de harcèlement et d'abus continuent toujours d'apparaître au fil des années. Qu'il s'agisse d'enfants, de femmes ou de collègues, Disney arrive désormais en tête de liste des délinquants sexuels auprès de Hollywood. Même si, bien sûr, l'entreprise aurait aimé faire oublier toutes ces horribles choses, tous ces incidents, la vérité éclate peu à peu au grand jour. Walt Disney, une entreprise qui a surmonté de nombreux hauts et bas. Ses fondateurs ont été incontestablement des pionniers de notre époque et ont révolutionné la production cinématographique. Les successeurs, avec leur cupidité et leur avarice, ont contribué à ce que beaucoup d'entre nous connaissent maintenant et regardent les films Disney avec des yeux différents. Des souvenirs nostalgiques et l'envie de redevenir un enfant. Mais avec nos connaissances et notre esprit, cela semble devenu maintenant impossible. Si vous avez aimé la vidéo de Walt Disney et que vous souhaitez en savoir plus, faites-le nous savoir dans la section commentaires. En vous abonnant, vous pouvez soutenir notre travail afin que nous puissions continuer à vous emmener dans un voyage dans le passé des différents pionniers de notre époque.